Sa chaleur étouffante, son ambiance festive et ses matchs d'anthologie. Première levée du Grand Chelem, le Major australien lance chaque année les hostilités sur la planète tennis. Les corps affûtés et les esprits reposés, Melbourne est le théâtre des plus grandes joutes de la petite balle jaune. Qualifié d'Happy Slam par Roger Federer pour son ambiance bon enfant, l'Open d'Australie apparaît comme la grande fête du tennis. Mais si je vous disais que cela n'a pas toujours été le cas. En effet, pendant très longtemps, le Grand Chelem australien n'avait de majeur que le nom. Les meilleurs mondiaux n'y participaient pas. Björn Borg, qui enquillait les Roland-Garros et les Wimbledon lors des années 70, ne s'est déplacé qu'une seule fois en terre australienne. Loin d'être une exception, Connors et McEnroe ont également peu voyagé en Australie au cours de leur carrière. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons voir comment l'Open d'Australie est passé d'un Grand Chelem au rabais au majeur que l'on connaît aujourd'hui. Wimbledon, baptisé sobrement par les Anglais The Championship, est considéré comme le tournoi le plus prestigieux. Prestige qui lui vient de ses traditions conservées, mais également de ses origines. En effet, le Major londonien fait partie de la genèse du tennis. A l'inverse, l'Open d'Australie n'est apparu qu'au début du XXe siècle, mais malgré plus de 100 ans d'histoire, l'Happy Slam a longtemps cherché sa place, au sens propre comme au sens figuré. Programmé en décembre, juste avant les fêtes pendant les années 80, le tournoi est délaissé par les stars de l'époque. Le Grand Chelem australien n'en est pas vraiment un, preuve de ce désamour, la tête de série numéro 1 lors de l'édition 1982 est Johan Creek, classé alors à la 12e place mondiale. Aucun membre du top 10 n'a daigné faire le déplacement, l'Open d'Australie n'intéresse pas. Mais lors de l'édition suivante, Mats Wilander décide de participer au tournoi afin de se préparer pour la finale de la Coupe Davis qui aura lieu au même endroit. Oui, vous avez bien entendu, un Grand Chelem comme tournoi de préparation à la Coupe Davis. Nous ne sommes pas dans une dimension parallèle, mais juste dans les années 80. Le tournoi commence à prendre de l'importance au fil des années et plusieurs réformes vont faire de l'Open d'Australie le tournoi que l'on connaît aujourd'hui. Première étape de cette opération relooking pour attirer les stars, déplacer le tournoi en début de saison. La conséquence de ce changement, aucune édition n'aura lieu en 1986 afin d'éviter d'organiser 2 éditions à 1 mois d'intervalle. L'Open d'Australie n'est plus la corvée ennuyeuse avant les fêtes, mais désormais le tournoi qui ouvre le bal chaque année. Mais ce n'est pas tout. En effet, en 1988, les organisateurs décident de délocaliser le tournoi. Le site de Kooyong étant trop petit et vétuste, l'Open d'Australie s'installe à Melbourne Park. Pour accueillir plus de spectateurs, mission réussie dès la première édition avec une hausse de 90% de la fréquentation et 260 000 fans sur la quinzaine. Pour faire définitivement peau neuve, la délocalisation s'accompagne d'un changement de surface et du passage au dur. Jusqu'alors, le Major australien se disputait sur gazon. Mais ces changements ne sont pas suffisants. En 1993, l'Open d'Australie est encore loin d'être l'Happy Slam et est plus proche du Dying Slam. Paul McNamee, ancien joueur fraîchement retraité, est alors désigné directeur du tournoi. Sa mission, faire du Major australien un tournoi aussi respecté que ses 3 homologues. Pour mener à bien son objectif, Paul doit remporter 2 batailles. Tout d'abord celle des points ATP distribués. Aussi étrange que ça puisse paraître, l'Open d'Australie offrait moins de points aux vainqueurs que les 3 autres grands chelems, impossible d'avoir le même statut dans ces conditions. Mais peu après sa prise de fonction et suite à la finale entre Sampras et Agassi, respectivement numéro 1 et numéro 2 mondial, symbole d'un tournoi majeur, Paul négocia avec les dirigeants de l'ATP pour que l'Open d'Australie accorde le même nombre de points que Roland-Garros, l'US Open et Wimbledon. Le deuxième point de tension concerne le prize money. Les joueurs de tennis de haut niveau sont des professionnels et comme pour toute profession, une hausse des revenus distribués est appréciée. Paul augmenta drastiquement les gains pour le plus grand plaisir des joueurs. Au-delà de ces 2 points clés, il tissa également des liens privilégiés avec l'Asie et notamment la Chine. L'Open d'Australie est ainsi devenu le grand chelem de l'Asie et du Pacifique. Cela peut apparaître comme un détail, en réalité c'est le témoin d'une expansion vers les pays émergents asiatiques. La pénétration de ces marchés n'est pas étrangère à l'inflation des gains et des revenus générés sur les 2 dernières décennies. En 2020, Melbourne Park a même accueilli plus de 800 000 visiteurs et le tournoi a généré près de 400 millions de dollars. L'époque où l'Open d'Australie était un grand chelem au rabais semble bien lointaine. Désormais, aux côtés du Grand Prix de F1, c'est l'événement australien avec le plus de rayonnement à l'international et chaque année, il nous régale.
Oh, that's just ridiculous. Oh,